Bonjour, aujourd'hui on va parler de la caféine, on va parler de ce que c'est, de où on la trouve, de sa toxicité, de la toxicité selon le dosage consommé, de la dépendance de la caféine, enfin dépendance à la caféine et comment s'en sortir naturellement. Donc on va voir tout ça et bien plus dans cette vidéo. Donc ici, voici quelques études que j'ai utilisées pour faire cette vidéo. Celle en rouge, c'est l'étude la plus complète, donc si vous ne devez en lire qu'une, allez lire celle-là. Sinon, voilà, allez lire toutes celles dont je parle dans cette vidéo, si vous voulez plus de détails que ce que je vais donner dans cette vidéo. Alors, on commence. Donc, qu'est-ce que c'est que la caféine? La caféine, c'est une drogue psychoactive couramment consommée qui produit ses effets psychomoteurs stimulants par antagonisme au niveau des récepteurs de l'adénosine et par des effets indirects sur la neurotransmission dopaminergique. Alors, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est ce que je vous ai souligné, c'est la caféine agit par antagonisme au niveau des récepteurs de l'adénosine. C'est principalement par ce biais-là que la caféine a ses effets. Donc, l'adénosine, c'est une molécule qui est produite naturellement dans notre corps par plusieurs organes, principalement le cerveau, mais aussi le cœur et les reins. Et en fait, c'est une molécule qui est produite quand ces organes sont actifs. Et plus longtemps l'organe est actif, plus d'adénosine est fabriquée petit à petit, jusqu'à ce qu'il y ait un taux suffisant d'adénosine qui envoie le message à ces organes qu'il faut se reposer. Donc en gros, l'adénosine, c'est ce qui permet de ralentir le corps et de lui dire qu'il faut se reposer. Et donc le café, ça agit en bloquant ce message-là, et c'est pour ça que ça donne cet effet boost, cet effet qui réveille. C'est parce que ça bloque le message qui dit au corps maintenant il est temps de se reposer. Si vous voulez plus de détails sur comment fonctionne l'adénosine dans le corps et sur comment la caféine bloque l'adénosine, j'ai trouvé une vidéo anglophone très bien expliquée sur ce sujet. Je l'ai traduite. Je vous mettrai le lien dans les commentaires sous cette vidéo et aussi dans la description de cette vidéo. C'est une petite vidéo de 4 minutes, voilà, qui explique très bien avec un petit schéma détaillé comment tout ça fonctionne. Donc pour plus d'infos sur ça, allez voir cette vidéo. Donc la caféine, c'est un alcaloïde psychostimulant de type purine qu'on trouve principalement dans le café, le thé, le cacao, le guarana, le maté, les noix de cola, mais pas seulement, puisqu'elle a aussi été identifiée dans plus de 60 espèces végétales. Donc, les principales sources de caféine, pendant longtemps, ça a été le café et le thé. On va voir dans quelques diapos que c'est plus exactement dans cet ordre-là, mais en tout cas, pendant longtemps, c'était le café et le thé. Mais à la fin du 19e siècle, la caféine a été synthétisée complètement, et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont utilisé la caféine synthétique pour rajouter dans de nouvelles boissons, notamment les boissons gazeuses comme Coca-Cola, Pepsi-Cola et Dr Pepper. Et donc à partir de ce moment-là, ces boissons-là ont eu beaucoup de succès et ça a été l'une des sources principales de caféine après le café et le thé. Puis ensuite, d'autres boissons énergisantes à partir du XXe siècle, mais enfin du milieu du XXe siècle. On va reparler de tout ça un peu plus tard quand on va parler des différentes sources un peu plus en détail. De nos jours, la caféine est le psychostimulant le plus consommé au monde. On estime que la caféine est consommée par plus de 80% de la population mondiale et jusqu'à 89% de la population américaine. Alors, ce sont des études américaines, c'est pour ça qu'ils parlent souvent de population américaine, comme on va le voir dans les prochaines diapos. Donc voilà, la caféine, c'est une drogue, hein, si je reprends les termes qu'on trouve dans ces études, consommée par presque toute la population mondiale. Alors, comment la caféine est absorbée dans le corps? Donc, elle est absorbée rapidement et complètement, ou quasi complètement, à plus de 99%, dans l'intestin grêle. Elle pénètre dans tous les tissus via les membranes cellulaires et à noter qu'elle pénètre également très facilement la barrière hémato-encéphalique. La caféine, c'est une molécule amphiphile, ce qui veut dire qu'elle est autant hydrophile que lipophile et c'est pour ça qu'elle arrive très facilement à rentrer dans les cellules. Donc la caféine atteint généralement des concentrations plasmatiques maximales dans les 30 à 120 minutes après l'ingestion, et ça donne, une assez large fourchette parce qu'en fait, ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont plus ou moins, sensibles et c'est expliqué par, principalement l'activité du cytochrome P450, qu'on trouve dans le foie. En gros, ça dépend du métabolisme des gens
au niveau de leur foie. Voilà, ici on nous dit il y a une variation moyenne de 24,1% dans l'absorption de la caféine selon les personnes, et ça nous dit une explication proposée pour cette variation et la différence interindividuelle dans l'activité du cytochrome P450, donc dans le foie. Donc le métabolisme, la caféine est principalement métabolisée en paraxanthine dans le foie via lysozyme CIP, CIP1A2, donc c'est le cytochrome dont on parlait à l'instant, qui provoque la 3-déméthylation de la caféine. Donc la paraxanthine, c'est le principal métabolite de la caféine, donc environ 80%, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi la théobromine qui représente environ 11% du métabolisme de la caféine. La théobromine, vous en avez sûrement entendu parler, c'est la molécule qu'on trouve principalement dans le chocolat. Et 5% de la caféine est métabolisée en théophyline, et ça, la théophyline, c'est ce qu'on trouve principalement dans le thé. Donc, à savoir que ça, c'est les 3 principales, mais au total, on compte plus de 25 métabolites qui ont été identifiés chez l'homme après administration de caféine. Et comme je disais tout à l'heure, il existe une variation interindividuelle significative de l'activité du cytochrome dont on parlait chez l'homme, et ça dépend de variations génétiques. Donc ça, on va en reparler dans les prochaines diapos, ce qui donne des sensibilités différentes selon les personnes à la caféine. Et puis finalement, l'élimination de la caféine se produit principalement via l'excrétion rénale dans l'urine, environ 85-88%, et une petite partie est excrétée par les selles, environ 2 à 5%. Donc le mécanisme d'action, alors comme je l'expliquais au début, c'est principalement, la caféine agit principalement en bloquant les récepteurs de l'adénosine. Donc comme je l'expliquais, c'est ça en fait qui va donner l'effet boost du café, c'est ça qui va empêcher de dormir, parce que l'adénosine, c'est la molécule qui fait dormir, pour schématiser. Encore une fois, pour plus de détails, allez voir ma vidéo spécifique sur l'adénosine. Donc, la caféine est un antagoniste non sélectif des récepteurs de l'adénosine. Alors, ça, c'est la principale action. Mais il y a d'autres actions qui ont été notées. Elle est inhibitrice de la phosphodiesterase, mais c'est beaucoup moins important pour expliquer l'action de la caféine, parce que c'est inhibiteur de la phosphodiesterase seulement à des concentrations très très élevées qui dépassent largement la consommation normale de caféine. Pareil, dans les études, on dit que la caféine aussi agit par la libération intracellulaire de calcium, mais là, pareil, c'est seulement à des niveaux de consommation assez extrêmes. Et sinon, la caféine est également connue pour augmenter les niveaux de catécholamines. Donc, les catécholamines, c'est les hormones du stress, en gros, hein. C'est la dopamine, c'est l'adrénaline. Donc, la caféine augmente la production de ces hormones de stress dans le corps. Notamment, ici, ça nous dit en bloquant l'adénosine dans le système surrénalien. Donc c'est quelque chose qui va stresser vos surrénales, en plus de stresser le cerveau, le cœur et les reins, comme j'expliquais tout à l'heure. La caféine a également été proposée comme ayant des effets cholinergiques par antagonisme du GABA. Alors, les mécanismes des effets secondaires, parce qu'en fait, quand on lit les différents effets de la caféine, on peut voir qu'il y a des effets contradictoires. En gros, on sait que la caféine, c'est hypertensif, mais ça peut aussi donner de l'hypotension. Donc, comment ça se fait que ça provoque 2 effets complètement opposés? En fait, ça dépend du dosage. On va encore le voir tout à l'heure, hein, quand on va parler des dosages, mais dans une consommation entre guillemets normale de caféine, on va avoir de l'hypertension. Par contre, quand la consommation est extrême, ça va donner de l'hypotension. Mais voilà, c'est quand c'est pris à des doses assez extrêmes, très élevées. Pareil pour l'hypokaliémie, c'est la même logique. Et ici, pareil, dans ces études, ça nous explique exactement comment ça fonctionne. Donc, comme je disais, l'action hypertensive-hypotensive, mais aussi la bradycardie, la tachycardie, pareil, qui sont des effets opposés. Mais encore une fois, ici, ça dépend du dosage. La bradycardie, c'est en cas de dosage normal, entre guillemets, et à dose élevée, on a de la tachycardie.
Alors, quelles sont les sources principales de caféine? Donc, dans une étude sur 1006 participants, on voit que la première source de caféine donc, absorbée chez ces personnes-là, c'était le café en numéro un. Donc, 73% des participants obtenaient leur caféine du café. 64% des participants obtenaient leur caféine des sodas, 43% du thé, 18% des boissons énergisantes, 10% des médicaments et suppléments contenant de la caféine et 6% de ces personnes-là obtenaient leur caféine de shots énergétiques. Alors, à bien noter ici que, encore une fois, il s'agit d'études américaines, hein. Donc si c'était des études, je pense, faites en Europe ou en tout cas en France ou en Italie, je pense que les résultats ne seraient pas exactement les mêmes. Parce qu'on voit que chez les Américains, la source numéro 1 de caféine, c'est le café. La source numéro 2, c'est les sodas. Moi, je pense que chez nous, c'est plutôt les sodas seraient après le thé. Mais bref, donc ici, on a ces chiffres-là. En ce qui concerne les boissons énergisantes, bah, c'est tout ce qui est Red Bull et les shots énergétiques, bah, c'est en fait des concentrés, on trouve ça dans des petits flacons au cas où si vous connaissiez pas, parce que moi je je connaissais pas. Donc les shots énergétiques, c'est des tout petits, shots en fait, très concentrés en caféine qu'on peut trouver, en pharmacie ou dans des magasins, voilà. C'est ce qu'on achète pour se réveiller de façon un peu, «extrême» entre guillemets. Et ici on a, des dosages en fait de combien de caféine il y a dans les différentes, boissons. Donc dans le, café infusé filtré, on a environ 200, milligrammes pour une tasse de 340, millilitres. Dans une tasse de thé, on a 40 milligrammes de caféine dans 170 millilitres de thé. Et pour les boissons gazeuses type coca, etc., on trouve en général 40 milligrammes de caféine pour 340 millilitres. Donc ici, c'est des chiffres généraux, évidemment, hein, ça va dépendre des marques, ça va dépendre de plusieurs choses. Alors, qu'en est-il de la caféine dans les boissons énergisantes? Donc ça vaut le coup d'en parler parce que, c'est quelque chose qui peut vraiment poser problème. On le voit notamment dans cette étude. Donc cette étude qui nous dit, donc le principal ingrédient psychoactif des boissons énergisantes, c'est la caféine. La quantité de caféine contenue dans les boissons énergisantes peut varier de 50 milligrammes à 505 milligrammes. Comme je disais, ça dépend des marques, ça dépend, voilà, de quel type de boisson vous achetez. Il peut y avoir de grandes, variabilités au niveau de la quantité de caféine. Par conséquent, ces boissons permettent aux consommateurs de boire de grandes quantités de caféine dans un nombre relativement restreint de portions. Les recherches suggèrent que ce niveau de consommation peut produire une intoxication à la caféine entraînant de graves conséquences sur la santé et, dans de rares cas, la mort. Donc effectivement, j'ai voulu insister là-dessus en faisant une diapo rien que sur ça, parce qu'effectivement, ça a l'air d'être le danger principal en fait de la caféine, c'est à travers ces boissons énergisantes, parce que c'est plein de jeunes et aussi d'enfants qui en boivent, alors qu'ils sont très très sensibles. Plus vous êtes jeune, plus vous êtes sensible à la caféine. Et donc on peut facilement boire des doses assez extrêmes de caféine par ces boissons-là, alors que quand on boit du café, c'est un goût beaucoup plus fort, c'est moins agréable pour les enfants par exemple. Donc les enfants, ils vont pas s'intoxiquer généralement en buvant du café. Mais par contre, ils vont beaucoup plus facilement s'intoxiquer avec la caféine parce qu'il y a le sucre avec, qui fait que c'est beaucoup plus facile à boire et notamment à boire en grande quantité. Ici, on nous dit qu'une étude a montré que les visites aux urgences impliquant des boissons énergisantes ont doublé aux États-Unis entre 2007 et 2011, juste en quelques années. En outre, certaines recherches ont montré que la consommation de boissons énergisantes est associée à une consommation accrue de marijuana, à une consommation d'alcool et à des comportements à risque liés à l'alcool. Donc voilà, l'un peut entraîner l'autre et vice-versa. De plus, les études ont montré que la consommation de boissons énergisantes est associée à un risque accru de dépendance à l'alcool et prédit une consommation ultérieure de médicaments sur ordonnance non médicaux. Et donc, en ce qui est généralement conseillé, donc il a également été suggéré que les adolescents ne consomment pas plus d'une canette de boissons énergisantes par jour afin d'éviter les effets indésirables. Donc ça, c'est le conseil. Comme je disais, c'est très facile d'en boire trop et donc le conseil, c'est par rapport à la dose de caféine, d'éviter d'en boire plus d'une canette par jour. On va reparler des dosages et de la toxicité de la caféine très bientôt. Alors, la consommation quotidienne, on voit dans les différentes études
que ça varie, selon la population interrogée. Donc dans une étude, on nous dit que la consommation quotidienne moyenne de caféine, est d'environ 142 milligrammes par jour, dans quand ils ont pris des études, enfin qui montraient entre 2011 et 2012 et on voyait une baisse par rapport aux années 1999-2000 où là, ils avaient noté que c'était la consommation moyenne, quotidienne était de 175 milligrammes par jour. Par contre, dans une autre étude, on voit que la consommation quotidienne moyenne est de 292 milligrammes, donc beaucoup plus, hein, le double quasiment. Et ici, ça nous dit aux États-Unis, environ 90% des adultes consomment régulièrement de la caféine, comme on disait tout à l'heure. Leur consommation moyenne dépasse 200 milligrammes de caféine par jour. Donc évidemment, combien les gens consomment de caféine, ça va dépendre des endroits, ça va dépendre des pays, ça va dépendre des tranches d'âge, etc. Mais on voit en gros que ça va de 142 milligrammes à quasiment 300 milligrammes de caféine par jour. Alors, c'est quoi les effets de la caféine? Donc, il y a des effets positifs, hein, sinon les gens ne boiraient pas de café et d'autres boissons riches en caféine. Là, j'ai fait une erreur, il n'y a qu'un seul F à caféine. Donc, les effets positifs de la caféine, ça entraîne une augmentation de l'activité locomotrice et des taux extracellulaires de dopamine, donc ce qui donne un boost. Des doses faibles à modérées de caféine augmentent le goût déclaré pour cette drogue. Alors, est-ce que c'est positif? Moi, je le mets dans les effets positifs, mais en fait, ça pourrait être dans les effets négatifs, c'est-à-dire que quand on commence à y goûter, on développe un goût pour le café encore plus accru et plus on en boit, plus on apprécie le goût. Ce qui participe à pourquoi la caféine, enfin le café rend dépendant. On va en reparler après. On a une augmentation du bien-être, de l'énergie, de la vigilance et de la sociabilité. La caféine améliore l'analgésie. Ça, c'est aussi quelque chose que vous avez peut-être remarqué si vous avez acheté en pharmacie des antidouleurs, hein, des médicaments antidouleurs. Certains médicaments antidouleurs, vous verrez dans la composition, ils ajoutent de la caféine. Donc ici, dans cette étude, on nous dit que la caféine améliore l'analgésie. L'ajout de caféine de au moins 100 mg à une dose standard d'analgésique couramment utilisée entraîne une augmentation de la proportion de participants qui ressentent un bon niveau de soulagement de la douleur. En autre effet, on a une réduction du risque de diabète de type 2 hein, qu'on trouve dans certaines études. On a une amélioration de certains aspects cognitifs, une augmentation de l'éveil, de la vigilance, de la concentration et du bien-être. Et en effet négatif, on a tout ça, donc anxiété, insomnie, hypertension, infarctus du myocarde, instabilité vésicale, reflux gastro-œsophagien, avortement spontané, réduction de la croissance du fœtus, agitation, nervosité, troubles gastro-intestinaux, battements cardiaques irréguliers. Ça peut entraîner une toxicité très importante, voire mortelle, le plus souvent par infarctus du myocarde ou arythmie. Ça va entraîner des nausées, de la paresthésie, des tremblements, de la transpiration, palpitations, agitation, vertige, frissons, bouffées de chaleur, maux de tête. Et la caféine est contre-indiquée en cas de troubles gastro-intestinaux, d'incontinence urinaire, d'insomnie et d'anxiété. Voilà, on va reparler de tout ça parce qu'évidemment, tous ces effets négatifs, vous aurez pas tous ces effets en même temps. Ça dépendra de la dose que vous consommez. Donc ici, je vous ai mis les détails en fait. Si vous voulez lire, je ne vais pas le lire, mais quelques détails sur les effets dont je viens de parler. Alors, quelles sont les doses toxiques? De manière générale, il a été noté que les symptômes toxicologiques débutent souvent au-dessus de concentrations de 15 mg par litre. Donc ici, dans cette diapo, on va parler principalement de ces proportions-là, ça va être milligrammes par litre. Dans la prochaine diapo, on va voir des mesures plus générales. Mais donc ici, symptômes toxicologiques à partir de 15 mg par litre, avec irritabilité, nervosité, palpitations, nausées, tremblements, transpiration et paresthésie. Une concentration de 50 mg par litre est considérée comme toxique et des concentrations de 80 mg par litre ou plus sont considérées comme mortelles. Après les doses mortelles, évidemment, ça va dépendre des gens. Et c'est ce que ça nous dit ici. Certaines personnes sensibles pourraient présenter une toxicité grave et une létalité même en dessous d'une concentration de 80 mg par litre. Par exemple, certaines personnes souffrant de maladies cardiovasculaires préexistantes semblent avoir subi une mortalité à une concentration inférieure à 50 mg. Voilà, et dans une analyse, sur 51 cas d'intoxication mortelle liée à la caféine, la concentration sérique médiane de caféine était de 180 mg, voilà, donc par litre. Donc évidemment, comme je disais, ça dépend, mais il faut essayer d'éviter de monter au-dessus de 50 mg par litre. Donc là, on parle de milligrammes par litre
de sang, hein, enfin dans le plasma. Donc évidemment, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir mesurer, à moins que vous mesuriez, votre sang, au moment où vous buvez. Mais c'est pour ça que je vous dis dans la prochaine diapo, on va voir, la consommation en milligrammes tout court, par personne. Voilà. Donc ici, on nous dit dose mortelle, c'est souvent une dose totale de 5 grammes ou plus. Donc au total, là, on parle plus de milligrammes ou de grammes par litre, on parle de total. Ou voilà, une dose en poids corporel, souvent estimée entre 150 et 200 mg par kilo. Le café est associé à un risque accru d'infarctus du myocarde chez les plus jeunes. Donc ici, on a une autre étude qui nous parle donc en consommation globale, hein, comme je vous disais. On sait que la caféine a des effets généralement dose dépendants avec des effets positifs ou souhaitables à des doses plus faibles, c'est-à-dire égales ou inférieures à 400 mg. Donc c'est ce qu'on trouve généralement dans les études. Si vous avez une consommation de caféine totale de moins de 400 mg, en général c'est considéré comme plutôt sûr, sans danger. Donc là 400 mg, comme on disait tout à l'heure quand on avait le... Voilà, 400 mg, ça va être par exemple 2 mugs de café. Voilà, ou 10 tasses de thé. Voilà, si vous dépassez pas ce taux-là, ce dosage-là, ça devrait aller. Voilà, des effets indésirables généralement au-dessus de ce niveau. Donc une augmentation de l'éveil, de la vigilance, de la concentration, du bien-être, c'est ce qu'on disait, donc quand on consomme cette quantité limitée. Voilà, a été observé à des doses de 250 mg. Voilà, tandis qu'une dose de 500 mg a entraîné une augmentation de la tension, de la nervosité, de l'anxiété, de l'excitation, de l'irritabilité, des nausées, de la paresthésie, tremblements, transpiration, palpitations, agitation, vertige. Donc ça, c'est quand vous dépassez les 400-500 mg par jour, vous allez avoir ce genre d'effet. Et quand vous en consommez beaucoup plus, donc des doses sublétales, donc c'est-à-dire pas létales, mais juste avant, vous allez avoir des symptômes encore plus extrêmes comme des frissons, des bouffées de chaleur, des nausées, des maux de tête, des palpitations et des tremblements. Voilà, alors en ce qui concerne les doses recommandées, ici on nous dit par exemple que aux États-Unis, ils conseillent de ne pas dépasser les 400 mg de caféine par jour pour les adultes en bonne santé. Pour les enfants, c'est entre 2,5 et 3 mg par kilo de poids de corps de caféine maximum. Pour les femmes enceintes, ils conseillent un apport quotidien qui ne dépasse pas 300 mg, mais ils préfèrent quand même conseiller pas plus de 200 mg. Et voilà, la dose mortelle, ils disent que c'est généralement 5 grammes de caféine au total. Donc 5 grammes, c'est énorme, hein. Si on revient au dosage ici, 5 grammes, ça va être... déjà, il faut 5 grosses tasses de café. Bon, après, encore, tout dépend de à quel point vous le concentrez, hein. Si vous faites un expresso, forcément, c'est pas pareil qu'un café américain. Mais 5 tasses de café pour faire 1 gramme. Donc, pour faire 5 grammes, c'est 5 fois 5, c'est 25, tasses de café. Donc voilà pour les doses toxiques, c'est 5 grammes ou plus. Par contre, ils disent qu'encore une fois, ça dépend de la métabolisation de chacun. Il y a des personnes qui vont réussir à absorber plus sans que ce soit létal. Voilà, ils disent que souvent c'est autour de 10 grammes, mais même jusqu'à 50 grammes qu'on a observé que ça pouvait causer la mort. Mais ils disent cependant des doses allant jusqu'à 50 grammes ont été traitées avec succès. Donc des personnes qui avaient bu vraiment, ou qui en tout cas avaient consommé, peut-être pas seulement en buvant des cafés, mais comme je disais, il y a des médicaments très riches en caféine. Voilà, des personnes qui ont consommé jusqu'à 50 grammes et qui n'en sont pas mortes. En tout cas, ils ont réussi à être sauvés. Voilà, ici ils nous disent après une dose d'environ 1 gramme, on a des symptômes toxiques. Mais même avant, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, ça commence déjà avec des symptômes de tachycardie, de tremblement qui peuvent commencer au-delà de 400 mg. Comme je vous disais, on va trouver des dosages différents selon les différentes études. 2 grammes nécessitent une hospitalisation, alors que 5 grammes ou plus peuvent être mortels. En ce qui concerne les symptômes d'intoxication à la caféine, comme on disait, ça va dépendre des dosages, mais voilà, on en a déjà parlé. Donc on va d'abord avoir des symptômes cardiovasculaires, des symptômes gastro-intestinaux, des symptômes psychologiques, neurologiques, des symptômes métaboliques, symptômes musco-squelettiques, symptômes pulmonaires, acouphènes, étourdissement, diurèse et décès. Et une insuffisance rénale et des liaisons hépatiques peuvent aussi survenir. Et on peut avoir des symptômes d'hypokaliémie ou de vomissements sévères et récurrents. On nous dit ici aussi qu'une toxicité chronique peut également survenir avec la caféine.
Donc voilà, si vous en consommez tous les jours à certaines doses, ça peut, poser des problèmes, principalement, à ces doses-là de 1,5 grammes, par personne et par jour. Voilà, ici, je vous ai mis l'extrait d'une étude, en ce qui concerne les symptômes d'intoxication à la caféine, si vous voulez mettre pause, mais bon, c'est tout ce qu'on vient de détailler. Alors la toxicité, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, dépend, de la génétique. Ça, ils l'ont vraiment noté dans les études, ils ont fait notamment plusieurs études sur des jumeaux et ils voient vraiment que ça dépend de la génétique. C'est principalement votre sensibilité au café ou en tout cas à la caféine de manière générale, va dépendre de la métabolisation, de la caféine au niveau du foie. Certaines personnes ont des mutations au niveau du cytochrome P450, en particulier le cytochrome P1A2, qui fait que ces personnes-là vont avoir plus ou moins de mal à détoxifier en fait de la caféine. Et ils disent que ça, alors c'est ce qu'ils appellent le génotype lent ou le génotype rapide à métabolisme de la caféine, et ils disent que ça va dépendre de certaines populations. Par exemple, les Suédois, il y a 56% de la population suédoise qui ont ce génotype lent, c'est-à-dire que ils vont mal métaboliser le café, donc ils vont plus facilement avoir des symptômes de toxicité en buvant du café que d'autres populations qui n'ont pas ce métabolisme lent, ce génotype lent. Et on nous dit ici que les facteurs aggravants, s'il y a ce polymorphisme, c'est le tabagisme et de prendre un contraceptif hormonal. Donc si par exemple vous êtes suédoise ou d'origine suédoise, que vous fumez du tabac et que vous prenez la pilule, là vous êtes beaucoup plus susceptible à développer des problèmes avec la caféine qu'avec d'autres personnes qui ne sont ni suédoises, ni ne fument, ni ne prennent la pilule. Voilà, après, il y a d'autres mutations génétiques qui peuvent expliquer la tolérance plus ou moins bonne à la caféine. Il n'y a pas seulement cette mutation au niveau de cette enzyme au niveau du foie. Il y a le syndrome du QT long, le syndrome de Brugada, la tachycardie ventriculaire polymorphe catécholaminergique, le syndrome de repolarisation précoce ou la mutation génétique du gène RYR2, qui entraîne une plus grande sensibilité au potentiel arythmogène de la caféine. Donc voilà, si vous êtes atteint d'un de ces syndromes, il y en a encore d'autres ici que j'ai listés, que je ne vais pas énumérer parce que ça fait beaucoup de noms barbares à énumérer, mais si vous êtes atteint de l'une de ces mutations, sachez que vous êtes plus à même de mal tolérer le café, ou en tout cas la caféine, que d'autres personnes. Alors, c'est quoi les antidotes? On voit dans les études que ils utilisent d'abord, quand il y a des personnes intoxiquées à la caféine qui arrivent à l'hôpital, en première intention, ils utilisent le charbon actif. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est ce que vous-même vous pouvez utiliser, hein, ça n'importe qui peut acheter du charbon actif, je vous conseille de toujours en avoir à la maison. Et donc si jamais vous sentez que vous avez trop bu de café ou que vous êtes intoxiqué à la caféine, premier réflexe, prendre du charbon actif dans un délai raisonnable, c'est-à-dire dans les 1 à 2 heures après la consommation de caféine. Par contre, si c'est trop tard et que vous arrivez donc à l'hôpital, là ils vont vous faire une irrigation de l'intestin. Sinon, ils vont utiliser, ils vont faire ce qu'ils appellent l'élimination améliorée. Donc, on utilise de l'intralipide, ce qu'ils appellent l'intralipide, l'hémodialyse. Donc ça, c'est des choses qu'ils vont vous faire à l'hôpital si vous êtes vraiment en situation critique et que le charbon actif n'a pas fonctionné, par exemple. Mais donc le charbon actif, c'est quelque chose qu'on retrouve toujours, ça j'en ai parlé dans plein de vidéos, quand je parle de la toxicité de telle ou telle chose, l'antidote, c'est toujours en numéro 1 le charbon actif. Donc c'est vraiment, moi je vous conseille vraiment de toujours en avoir à la maison. Et pour n'importe quelle raison, si à un moment vous consommez quelque chose dont vous n'êtes pas sûr de la fraîcheur ou de la pureté, prenez du charbon actif, c'est vraiment l'antidote par excellence. Donc, la dépendance à la caféine, là on va rentrer dans le sujet de la dépendance à la caféine parce que c'est vraiment un gros problème. D'ailleurs, j'ai voulu faire cette vidéo pour les personnes qui me contactaient et puis qui me disaient qu'elles se sentent dépendantes à la caféine, parce que moi c'est vraiment quelque chose que je conseille toujours d'arrêter, le café, quand vous avez des soucis de santé quels qu'ils soient, et en particulier des soucis digestifs, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, parmi les symptômes de toxicité, on a des symptômes gastro-intestinaux. Donc c'est vraiment, vraiment pas une bonne idée de boire du café
ou même, moi je conseille de ne pas boire non plus du thé. En fait, tout ce qui est source de caféine, je le conseille vraiment pas quand vous avez un système digestif sensible, ou même quand vous avez n'importe quel souci de santé. Mais donc, comme je disais, il y a beaucoup de gens que j'ai en consultation qui boivent du café. Je leur conseille d'arrêter le café. Et il y en a beaucoup qui, malheureusement, sont dépendants au café. Donc, je voulais faire cette vidéo pour eux parce que je vais vous donner des solutions pour vous, comment dire, pour décrocher du café. Donc, ici, dans ces études, en fait, ils ont, parce qu'en fait, ils ont fait plusieurs études où ils posaient des questions à des consommateurs de café pour savoir s'ils étaient dépendants ou pas de la caféine. Donc, c'est plusieurs critères. Et s'ils répondent oui à plusieurs de ces critères, ça veut dire que oui, ils sont dépendants à la caféine. Donc, je vous laisse mettre pause sur cette diapo si vous voulez lire plus en détail quels sont les critères qui permettent de voir si vous êtes dépendant à la caféine. Mais par exemple, en numéro 1, on a le désir persistant de vouloir arrêter la caféine, mais on n'y arrive pas. Donc ça, si vous avez ce symptôme-là, enfin, si vous dites oui quand on vous pose cette question, que vous voulez arrêter mais que vous n'y arrivez pas, ça c'est déjà un critère que vous cochez. Deuxième critère, vous continuez la caféine malgré le fait que vous sachiez que c'est pas bon pour vous. Critère numéro 3, vous avez des symptômes de sevrage. Voilà, donc je ne vais pas tous les lire, mais voilà, c'est plusieurs. Si vous cochez plusieurs de ces cases, bah, ça veut dire que vous êtes dépendant à la caféine. Alors, prévalence de la dépendance à la caféine dans la population générale. Comme on le disait, c'est à peu près 90% de la population mondiale, 80-90% qui boit du café. Donc, on peut dire que ça concerne vraiment beaucoup, beaucoup de gens. Alors, pas tous les buveurs de café deviennent dépendants. Comme on l'expliquait tout à l'heure, ça va dépendre bon, tout à l'heure, on parlait plutôt de la toxicité, mais en tout cas, ça va dépendre beaucoup du génotype. On va en reparler. Mais voilà, c'est un problème de santé publique, vraiment, cette dépendance à la caféine. Voilà, bien que la consommation de doses faibles à modérées de caféine soit généralement sans danger, un nombre croissant d'études cliniques montrent que certains consommateurs de caféine deviennent dépendants de cette drogue et sont incapables de réduire leur consommation malgré la connaissance de problèmes de santé récurrents associés à une consommation continue. Ainsi, l'OMS et certains professionnels de la santé reconnaissent la dépendance à la caféine comme un trouble clinique. De nombreuses recherches contrôlées en laboratoire examinées dans cet article montrent que la caféine produit des effets comportementaux et physiologiques similaires à ceux d'autres drogues addictives. Donc, le trouble lié à l'usage de la caféine pourrait toucher jusqu'à 1 personne sur 5. Comme je disais, c'est énorme, ça touche énormément de monde. La majorité, donc 95% des professionnels de la toxicomanie, pensent que l'arrêt de la caféine pourrait produire un syndrome de sevrage et que le sevrage de la caféine peut avoir une importance clinique. Alors, selon les études, on va avoir différents pourcentages, mais dans cette étude-là, ça révèle que 30% des 162 consommateurs donc de l'étude de caféine répondaient au diagnostic de dépendance à la caféine. Dans cette autre étude, c'était 35% qui étaient, en répondant au questionnaire dont je parlais tout à l'heure, qui en fait étaient dépendants à la caféine, et sinon 20% selon les critères que l'on regarde. Donc voilà, on passe, enfin c'est environ 30, 20, 30% qu'on voit dans les différentes études de dépendance à la caféine parmi les consommateurs de caféine. Dans cette étude, c'est une étude sur 44 femmes enceintes. 57% de ces femmes ont rempli au moins 3 des 7 critères dont on parlait tout à l'heure pour un diagnostic de la dépendance à la caféine. Dans une autre étude, c'était 22%, et ici 56%. Voilà, donc ça varie en gros entre 20 et 56-57% des consommateurs de caféine qui en sont dépendants. Et ici, donc, je vous ai mis les détails d'une étude. Je ne vais pas vous la lire, mais faites pause et lisez-la si vous voulez voir le résumé de cette étude. Alors, c'est quoi les principales causes de la dépendance? Comme je le disais, ça dépend du génotype. Voilà, ça va être influencé en partie par le génotype. Des études comparant des jumeaux humains ont montré des héritabilités de la consommation, de la tolérance et du sevrage de la caféine allant de 35 à 77%. L'ampleur de l'héritabilité des marqueurs de dépendance à la caféine est similaire à celle de la nicotine et de l'alcool. Les polymorphismes génétiques du gène du récepteur de l'adénosine A2 sont associés à la consommation de caféine. Bon, en gros, voilà, ça dépend de votre génotype et comme je le disais, c'est beaucoup lié
au gène du cytochrome P450 qui permet la métabolisation et la détoxification de la caféine dans le foie. Mais évidemment, les causes de la dépendance, c'est pas seulement génétique, ça dépend de combien de combien de caféine vous consommez. Plus vous en consommez, plus vous avez des risques de devenir dépendant. Et aussi, comme on parlait tout à l'heure du café, si votre source principale de caféine, ça vient du café, on a vu tout à l'heure que c'est aussi par le goût que les gens développent cette dépendance. Alors, quels sont les symptômes de sevrage? Donc, on voit plusieurs symptômes dans les différentes études. Je ne vais pas tous vous les lire, mais ici, dans cette étude, on nous dit que le symptôme de sevrage numéro 1, c'est les maux de tête. Donc, symptômes de sevrage, c'est les personnes qui sont dépendantes et quand elles arrêtent, elles ont ces symptômes-là. Donc, les maux de tête, c'est le symptôme principal. On a l'endormissement au travail, l'incapacité à travailler, l'incapacité à effectuer des activités pendant les vacances, à aller à l'église. Bon là, c'est une étude américaine, encore une fois. Des nausées, des malaises, la fatigue, l'irritabilité, l'anxiété, perturbation du sommeil. Ça, c'est les symptômes principaux de sevrage. Les symptômes de sevrage de la caféine peuvent inclure des maux de tête, fatigue, irritabilité qui ont tendance à culminer 24 à 48 heures après l'arrêt de la caféine, mais qui peuvent durer jusqu'à 10 jours chez certaines personnes. Donc ça, c'est bon à savoir. Si vous voulez arrêter la caféine, sachez que les moments les plus durs, ça va être dans les premières 48 heures. Et chez certaines personnes, ça peut aller jusqu'à 10 jours. Si vous arrivez à dépasser ce laps de temps, c'est bon, vous en êtes sorti. Le plus dur sera passé. Et à savoir que la caféine peut entraîner des symptômes de sevrage après l'arrêt de doses beaucoup plus faibles qu'on ne le pensait auparavant. Une tasse de 170 ml de café ordinaire fournit 100 mg de caféine. Même cette petite quantité de caféine peut provoquer des symptômes de sevrage chez certaines personnes lorsqu'elles arrêtent d'en consommer régulièrement. Donc sachez que même si vous buvez une seule tasse par jour, et qu'ensuite vous essayez d'arrêter, ça peut être difficile si vous faites partie de ces personnes sensibles à la caféine. Voilà, ici, mettez pause si vous voulez un peu plus de détails. Et ici, c'est pareil, je vais pas trop vous détailler parce que cette vidéo va être assez longue comme ça, mais dans pas mal d'études, on voit un lien entre la consommation de café et les autres drogues. L'un entraîne l'autre, ou en tout cas, on peut voir que les personnes qui consomment du café sont plus enclins à consommer d'autres drogues et vice-versa. Et d'ailleurs, on le voit souvent aux terrasses de café, les personnes qui boivent du café souvent fument. Après, il peut y avoir une corrélation café-alcool, mais un peu moins corrélée que la relation café-nicotine, par exemple. Mais voilà, tout est détaillé ici. Mettez pause sur cette diapo si vous voulez plus d'infos. Alors, les traitements pour réussir à arrêter la caféine. Donc ici, on trouve quelques éléments dans les études, mais en gros, ce qu'on va trouver dans les études, c'est qu'ils expliquent que la meilleure façon d'arrêter la caféine, c'est d'arrêter petit à petit. Voilà, c'est par exemple, ici, ils ont ils ont suivi des personnes qui voulaient arrêter et ils leur ont fait suivre un programme comportemental comprenant des procédures d'autosurveillance, de coups de réponse, alors ça j'ai pas compris ce que ça voulait dire, et d'encouragement. Donc c'est principalement un soutien psychologique. Et il leur conseillait de baisser leur consommation de café. Donc, on voit ici qu'ils consommaient 11 tasses au départ. Et à la fin du programme, ils étaient arrivés à consommer moins de 6 tasses par jour. Voilà. Et on voit que l'effet du traitement s'est poursuivi pendant une période de suivi de 105 jours. Voilà, les résultats ont confirmé l'efficacité de l'atténuation de la caféine. Et ici, en gros, c'est pareil. Donc là, ils disent que le meilleur moyen, c'est de réduire petit à petit. Alors maintenant, je vais vous donner mes conseils si vous voulez arrêter la caféine ou en tout cas le café. Alors, comme on l'a vu, il y a des effets psychologiques, des effets sur énormément d'aspects dans le corps. Je ne vais pas vous redire tout ça puisqu'on vient d'en parler. Qui implique cette dépendance à la caféine. Mais c'est pas seulement ça. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup le goût, comme je l'avais mentionné tout à l'heure. En fait, j'ai remarqué, donc ça vient pas d'études, c'est mon observation personnelle. J'ai remarqué que quand vous avez un goût de cramé, c'est le goût de cramé qui rend dépendant. C'est pour ça que plein de gens, au-delà des effets vraiment chimique de la caféine. Au-delà de ça, il y a plein de gens qui deviennent accros au café à cause du goût.
Parce que pour fabriquer du café, vous savez sûrement comment on le fabrique. On prend les graines de café et on les torréfie. Donc torréfier, ça veut dire qu'on les fait griller, hein, on les fait cramer et ça donne des molécules de Maillard. Et je pense que c'est vraiment ça, en fait, qui rend dépendant du café avant même l'aspect chimique de la caféine. Et ça, je l'ai observé déjà sur moi-même. C'est vrai qu'au début, c'est un goût qu'on trouve dégueulasse, mais très vite, en fait, on devient attiré par ce goût de cramé. Et je l'ai observé pas seulement avec le café, mais avec d'autres choses. Par exemple, pour arrêter le café, on peut prendre de la chicorée, de la chicorée torréfiée. Et le goût est très similaire, puisque là, c'est le même principe. On grille, on crame, hein, on torréfie la racine de chicorée. Et ça va avoir un goût, alors pas exactement un goût de café, mais un goût très similaire qui permet de décrocher du café. Moi, c'est l'une des choses que je conseille pour décrocher du café. Mais le problème, c'est que quand on se met à boire de la chicorée torréfiée, eh ben, on continue à entretenir cette dépendance au goût du cramé. Et on passe d'une dépendance au café à une dépendance à la chicorée, à la chicorée torréfiée. Alors évidemment, pas de façon aussi intense qu'avec le café, puisque dans la chicorée, on n'a pas la caféine qui agit vraiment en tant que produit chimique, hein, sur les différents récepteurs d'adénosine, etc. Mais on va... Enfin, moi, je l'ai observé, on passe d'une dépendance au café à une dépendance à une autre boisson torréfiée. Et à savoir que les effets négatifs du café, c'est pas seulement par tout ce qu'on vient de dire, mais c'est justement aussi par rapport à ce cramé, à ces molécules de Maillard. C'est hyper pro-oxydant dans le corps, donc c'est hyper nocif. Donc le café n'est pas seulement nocif par rapport à la caféine, c'est nocif par rapport au fait que ce soit riche en molécules de Maillard. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment, je mets ces deux choses presque à égalité dans les raisons de la dépendance au café. Voilà, le goût du cramé et les effets chimiques. Bon, donc, moi, ce que je conseille, parce que quand j'en parle avec des gens qui sont dépendants, je leur demande toujours c'est quoi qui vous empêche d'arrêter le café? C'est le goût qui vous plaît beaucoup? Ou c'est vraiment l'effet boost qui vous plaît beaucoup? Et en fait, j'ai pas mal de gens qui me disent non, non, c'est pas tant l'effet boost, c'est le goût, j'aime beaucoup le goût. Donc pour ces personnes-là, voilà, moi je conseille vraiment de remplacer par de la chicorée torréfiée. On en trouve en magasin bio. Il y a une marque, je fais pas du tout la pub, c'est juste que c'est une marque que j'ai conseillée, que j'ai moi-même goûté, que je trouve se rapproche pas mal du café. C'est la marque Lima, hein, ils font de la chicorée torréfiée. Alors j'ai vu qu'ils font d'autres choses, ils font aussi de l'orge torréfiée avec du pois chiche torréfié, il me semble. Donc cette version-là, je la conseille pas parce que c'est beaucoup moins digeste que juste la chicorée torréfiée. Donc moi, je conseille la chicorée pure, hein, 100%, sans autre chose mélangée avec, torréfiée. Donc de cette marque ou d'une autre qui fait le même genre de choses. Et donc, alors, pour certaines personnes, ça va être possible de passer du café à directement juste chicorée torréfiée. Mais pour d'autres qui sont dépendants pas seulement au goût, mais aussi à l'effet boost, moi, je vous conseille d'alterner en fait. Si par exemple vous avez l'habitude de boire 5 tasses de café par jour, eh ben buvez pendant quelques jours 3 tasses de café par jour et vous remplacez 2 tasses de café par 2 tasses de chicorée torréfiée. Vous faites ça pendant quelques jours, le temps que votre corps petit à petit s'habitue à recevoir moins de café. Et au fur et à mesure, vous enlevez une tasse de café que vous remplacez par une tasse de chicorée jusqu'à réussir à boire 5 tasses de chicorée torréfiée par jour et 0 tasse de café. Et après, idéalement, c'est aussi de décrocher de la chicorée torréfiée parce que, comme je l'expliquais, bien sûr que c'est mieux que le café, mais vous avez les molécules de Maillard qui sont nocives pour votre santé. Voilà. Ou alors, vous pouvez tout simplement mélanger dans une tasse café et chicorée torréfiée. Vous mélangez ça dans la tasse et vous buvez. Et petit à petit, vous mettez de moins en moins de café dans votre tasse et de plus en plus de chicorée torréfiée. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est, si vous buvez du café au lait, et ben petit à petit, dans votre tasse, vous mettez de plus en plus de lait, idéalement du lait cru. Hein. Allez voir ma vidéo sur ce sujet pour plus d'infos sur les bénéfices pour la santé du lait cru. Donc, dans votre tasse de café au lait, vous mettez de plus en plus
de lait et de moins en moins de café. Moi, j'ai connu des gens qui avaient réussi à décrocher du café en faisant ça. Donc évidemment, il faut aller petit à petit, en écoutant votre corps, en écoutant vos symptômes. Et si vous avez trop vite des symptômes de sevrage, dont on a parlé tout à l'heure, hein, si vous avez très vite ces symptômes-là, bah, ça veut dire que vous y êtes allé trop vite. Donc il faut rajouter à nouveau un petit peu de café et baisser la dose de café vraiment beaucoup plus doucement. Voilà, en gros, c'est ça, et il faut pas hésiter à baisser la dose de café, sur plusieurs semaines. Voilà, ça c'est il y a des gens qui vont réussir plus rapidement, mais moi, mon conseil, c'est vraiment écouter vos symptômes et écouter votre corps. C'est votre corps qui va vous dire si vous allez trop vite ou pas. Il faut pas que vous ayez des symptômes de fou, sinon vous allez pas réussir à arrêter, vous allez reprendre le café. Et sinon, oui, donc j'ai noté soutenir, les surrénales et le système nerveux parce que, comme je le disais, ça va impacter vos surrénales et si vous êtes dépendant du café à cause du côté boost, vos surrénales vont avoir du mal à s'en remettre, donc il faut les soutenir et ça va vous aider à décrocher aussi plus facilement du café, donc avec, des plantes adaptogènes, par exemple, avec, les nutriments dont vos surrénales ont besoin pour, fonctionner, optimalement. Les surrénales consomment énormément de vitamine C, donc supplémentez-vous en vitamine C naturelle. Elles ont besoin aussi de beaucoup, de sélénium, de zinc, de tout ce que vous trouvez dans les fruits de mer en fait, de magnésium. Donc je vous conseille de consommer énormément de fruits de mer et de vitamine C naturelle comme de la poudre d'acérola par exemple, heu, en même temps que vous essayez de décrocher du café. Oui et sinon vous pouvez aussi, utiliser du décaf, hein, petit à petit passer d'un café caféiné normal à du café décaf et là pareil vous pouvez mélanger café, normal et décaf dans la même tasse ou alors un coup vous buvez une tasse de café, un coup vous buvez une tasse de décaféiné pour réussir petit à petit à boire de moins en moins de café et de plus en plus de décaf. Mais après c'est le même principe que je disais tout à l'heure pour la chicorée torréfiée. Le décaféiné, c'est pas génial non plus parce que c'est pareil, ça va être riche en molécules de Maillard et le café décaféiné, selon comment il décaféine le café, ça peut être fait avec des produits chimiques ou ça peut être fait de manière plus saine, juste par vaporisation. Je me souviens plus du terme exact. Mais voilà, selon le type de café décaf que vous prenez, essayez de choisir le décaf qui n'a pas été, décaféiné par des produits chimiques. Sinon là, c'est encore plus chimique et plus nocif, même que de café normal. Mais donc voilà, le but c'est pas de passer de café à décaféiné et puis de boire du décaféiné toute, votre vie. C'est d'utiliser le café décaféiné le temps dont vous avez besoin pour décrocher du café, mais ensuite essayer de décrocher aussi du décaféiné. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aidera si vous êtes accro à la caféine, que ce soit sous forme de café ou autre source de caféine. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, si vous avez déjà essayé de décrocher du café. Si vous avez une recette magique, hein, n'hésitez pas à donner vos conseils en commentaire. Si vous avez réussi à décrocher du café, comment vous avez fait? Partagez vos astuces, je suis sûre que ça va aider plein de monde. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à aller voir aussi mon site internet pour plus de ressources sur comment régénérer son système digestif. Donc pas seulement son intestin, j'ai pas mal de vidéos aussi sur ma chaîne YouTube sur l'estomac et sur d'autres problèmes digestifs. Et j'ai pas mal d'articles aussi sur mon site internet sur ces sujets-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous vois dans la prochaine vidéo. À bientôt, salut!